Bonjour et bienvenue dans Scène des crimes. Dans le cadre de notre thème, la justice est-elle réellement laxiste? Pour notre deuxième entretien, nous avons le plaisir de recevoir Madame Delphine Boissel, avocate au barreau de Paris, présidente de l'Observatoire international des prisons et membre du Conseil de l'ordre de Paris. Madame Delphine Boissel, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir. merci à vous de m'avoir invité et d'être venu jusqu'à moi. Merci. Alors, pour notre toute première question, pouvez-vous nous expliquer brièvement vos missions, fonctions en tant que présidente de l'Observatoire international des prisons, notamment pour les personnes qui nous regardent et connaissent peu le milieu carcéral? Donc, l'Observatoire international des prisons, section française, l'OIP, est une association qui a maintenant 22 ans d'ancienneté, de vie, qui s'est créée pour permettre d'alerter l'opinion publique sur les conditions réelles de détention, donc des personnes, des hommes et des femmes privés de liberté. Au fur et à mesure de l'existence de cette association, plusieurs missions se sont rajoutées finalement à la seule mission d'observation et d'alerte, puisqu'il y a maintenant un pôle éditorial assez important, la publication d'une revue, un guide du prisonnier, dont une dernière version d'ailleurs, une 6e édition est sortie récemment. Un pôle contentieux également, avec de nombreuses actions judiciaires initiée ou accompagnée par l'OIP. Et la fonction de présidente est une fonction de représentation. Je préside un conseil d'administration qui est composé de 15 personnes bénévoles qui donnent du temps à l'OIP. Et sinon, l'OIP est une association qui comporte une douzaine de membres salariés. Voilà, et donc une fonction de représentation, répondre à des interviews à des étudiants ou à des journalistes, faire du lobbying également auprès des pouvoirs politiques, pouvoirs publics, pour parler de ce que sont les conditions de détention, mais cela va aussi un peu au-delà, c'est-à-dire que nous analysons et nous critiquons souvent. Alors nous savons dire quand les choses sont bien, mais en matière carcérale, il y en a assez peu. Nous critiquons aussi nous analysons les politiques pénales, les politiques pénitentiaires, puisque les personnes que l'on met en détention au nom de la société française le sont en fonction de textes de loi qui sont votés, d'incriminations, d'infractions qui sont créées par le pouvoir politique. Et donc nous analysons tout cela pour tenter de peser dans le parcours politique d'un texte. Merci. Alors, pour la deuxième question, l'un des constats ressortant des états généraux de la justice est que la justice pénale serait trop laxiste. Est-ce que cela vous étonne? Alors, j'ai pas lu encore tout ce que les États généraux de la justice ont produit. C'est d'ailleurs une sorte de consultation qui a été beaucoup critiquée par les associations qui s'occupent de ce domaine, les syndicats, qu'ils soient de magistrats, d'avocats. En revanche, l'idée que la justice serait laxiste est une idée qui va bien au-delà des États généraux de la justice, qui est souvent d'ailleurs mise en avant par certains bords politiques. La justice pénale est souvent prise à partie dans les discours politiques. La justice pénale n'est pas laxiste. C'est faux de le prétendre. Elle est laxiste souvent dans des discours d'hommes politiques ou de femmes politiques. Et elle le devient et elle est moins laxiste quand son propre parti est concerné par une décision pénale. Alors je ne vais pas faire de politique là, mais je crois qu'il est constant que nous avons de plus en plus de personnes qui sont incarcérées. Nous avons de plus en plus de personnes qui sont condamnées. Nous avons surtout beaucoup plus de comportements sociaux qui sont poursuivis pénalement parce qu'il y a des créations d'infractions pénales. Je donne souvent pour exemple le fait que maintenant vous êtes dans le métro, vous alertez sur un réseau social quelconque qu'il y a des contrôles dans telle rame à tel endroit, eh bien vous êtes passible d'une poursuite pénale, mais surtout vous êtes passible de 2 mois d'emprisonnement si vous êtes attrapé et jugé pour cela. Et ça, ce sont donc des comportements sociaux qui sont de plus en plus réprimés. Alors c'était un exemple, mais on en a eu d'autres au travers notamment des contestations politiques et des contestations sociales qui ont eu lieu ces dernières années, de création d'infractions pénales
Donc on ne peut pas dire que la justice est laxiste à partir du moment où notre société ne l'est pas. À partir du moment où on crée de plus en plus d'infractions, où on crée de plus en plus de répression sur des actes qui auparavant pouvaient peut-être générer de la contestation, je dirais, un peu de jugement moral, mais qui maintenant sont des infractions pénales susceptibles d'être poursuivies. Donc je crois que c'est faux de dire que la justice pénale est laxiste. La justice pénale manque de moyens, comme la justice en général, hein, que ce soit la justice civile, la justice pas commerciale d'ailleurs, mais la justice sociale également dans les conseils des prud'hommes, mais elle n'est sûrement pas laxiste. Merci. Alors, on entend souvent certains de nos proches s'imaginer que les prisons sont comme des clubs med, c'est-à-dire nourris et logés, utilisation des portables, des téléphones portables, activités sportives et culturelles gratuites. Cette manière de voir les choses est-elle conforme à la réalité? Alors évidemment que non. Évidemment que non. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, je vais essayer de les reprendre. On entend effectivement souvent prison Club Med parce que, il y a dans la presse ou dans l'actualité ou sur les réseaux sociaux des photos qui sortent parce qu'on aura vu une sorte de piscine gonflable dans une cellule et de se dire, c'est le Club Med. Dans votre question, il y a plusieurs choses. Le fait d'avoir la télé gratuite, le fait d'avoir un certain nombre d'activités gratuites. Rien n'est gratuit en prison. Donc c'est faux de dire qu'on a la télé gratuite. Chaque personne détenue paye la télé. Chaque personne détenue, effectivement, doit pouvoir à un moment occuper son temps. Parce que sinon, et notamment dans les maisons d'arrêt surpeuplées, où vous êtes à 4 dans une cellule, 24 heures sur 24, moins 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi de promenade, eh bien vous êtes 22 heures sur 24 dans la cellule. Donc le fait d'avoir des activités que vous dites gratuites ou que l'on entend dire gratuites, c'est aussi permettre à des personnes détenues de sortir de leur cellule, donc d'avoir des activités, pour certaines qu'elles n'ont jamais eues auparavant, et donc de ne pas rester à 4 dans une cellule 22 heures sur 24, et aussi, c'est ce qui est dit en tous les cas dans les textes quand on propose de telles activités à des personnes incarcérées, c'est de leur montrer qu'il peut y avoir autre chose. Alors après, il y a tout plein de choses qu'on pourrait développer encore en termes de philosophie, mais c'est permettre de faire autre chose que d'être oisif, hein, puisque c'est le grand mot de notre garde des Sceaux au travers des réformes qu'il a portées, et notamment sur la prison, mais c'est un autre débat. Ça permet donc de sortir de la cellule, ça permet de faire baisser les tensions qui peuvent exister quand vous avez 4 hommes ou 4 femmes ou 3 hommes ou 3 femmes dans une cellule de 10 mètres carrés, 22 heures sur 24. Ça permet de montrer qu'autre chose existe. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que rien n'est gratuit, que le téléphone est évidemment payant, et quand nous avons nos téléphones portables avec des forfaits, maintenant presque tout compris, eux payent de manière importante. Alors vous êtes trop jeune pour vous souvenir des tarifs de nos cartes sur les cabines téléphoniques, mais quand on achetait des cartes de recharge pour les cabines téléphoniques, où cela coûtait très cher, ils appellent souvent d'ailleurs de la cabine téléphonique un téléphone portable, donc du fixe au portable, ça fait défiler les euros très rapidement, donc rien n'est gratuit. Le fait qu'il y ait des téléphones portables, c'est encore une autre question. Mais c'est vrai que c'est considéré et c'est établi comme ça par la loi comme une infraction disciplinaire. Cela permet souvent d'appeler donc pour un coût moindre. Ça permet aussi d'appeler le soir, et notamment quand il n'y avait pas les cabines téléphoniques, et il n'y a pas de cabine téléphonique dans toutes les cellules. Vous êtes obligé de sortir sur la coursive, donc d'attendre qu'un surveillant vienne vous ouvrir la porte pour aller téléphoner sur la coursive.
Donc, ou dans les cours de promenade, où donc vous avez tout plein de monde autour de vous, soit vous n'entendez pas bien, soit vous avez envie de dire des mots un peu tendres à votre enfant, mais tout le monde va entendre. Enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe que simplement Club Med, vous vous en doutez bien, et ça rejoint un peu la question précédente sur la justice laxiste. Souvent, ce sont des personnes qui voudraient plus de répression, plus de sécurité, qui ont ce type de propos. Mais ça ne peut absolument pas, ça n'est en tous les cas pas la réalité. Et il faut avoir vécu, et je ne l'ai pas fait, mais pour avoir entendu un certain nombre de mes clients le dire, je crois qu'il faut avoir vécu à 4 dans une cellule dans laquelle vous devez aller aux toilettes devant vos codétenus pour savoir que ça ne peut pas du tout être considéré comme le Club Med. Merci. Et pour la quatrième question, la prison peut-elle être un instrument de réinsertion du condamné? Dans le cas contraire, pensez-vous que les alternatives à l'emprisonnement et les aménagements des peines sont suffisamment développées? Alors, deux choses dans votre question qui vont rejoindre pour la première la précédente question. Quand je vous disais tout à l'heure, on espère qu'en leur donnant des occupations, en leur permettant d'aller à l'école, en leur permettant d'aller voir un psychologue, eh bien, ça va leur faire découvrir autre chose. C'est aussi dans la mission de réinsertion. La fonction de la peine, elle a une fonction de prévention de la récidive, de protection de la société, et également le fait de permettre une insertion ou une réinsertion. Permettre une insertion parce que parfois il y a des personnes qui sont tellement désocialisées, qui sont dans de tels états de précarité avant de rentrer en détention, qu'effectivement l'entrée en prison va permettre d'avoir un accès aux soins, d'avoir un accès peut-être à l'école, d'avoir un accès à l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Donc ça devrait être un facteur de réinsertion dans les faits, ça ne peut pas l'être. Et ça ne peut. Alors, je suis un peu catégorique en disant ça, même si je pourrais vous citer des exemples de personnes, de clients qui ont pu se réinsérer. Je ne vais pas dire grâce à la prison, mais parfois grâce à une prise en charge un peu pluridisciplinaire. Mais ça ne l'est pas dans la majorité des cas parce que je me concentre sur les maisons d'arrêt. Je ne sais pas, on vous a peut-être expliqué qu'il y avait différents types de prisons, les maisons d'arrêt, des centres de détention, des maisons centrales, ou en maison centrale et en centre de détention, ils sont tout seuls en cellule parce qu'ils sont condamnés à des peines un peu plus longues. Mais en maison d'arrêt, vous avez les détentions provisoires, donc des personnes qui ne sont pas encore considérées comme coupables, et elles représentent 30% actuellement du parc pénal, de la population pénale, et des courtes peines. Et pour ces personnes-là, à 4 dans la cellule, je reviens un peu là-dessus, ou à 3 dans la cellule, parce que ce soit les activités, que ce soit alors les activités à l'école, le travail, l'offre de soins psychologiques, est souvent calibrée pour une personne ou 2 personnes dans une cellule et pas pour 4. Ce qui fait que quand vous entrez en détention aujourd'hui, avant d'aller voir un psychologue, vous pouvez mettre 4 à 6 mois. Avant d'avoir un travail, vous pouvez mettre 4 à 6 mois. Avant d'aller à l'école, vous pouvez mettre 4 à 6 mois. Et donc, sur des courtes peines de prison, il n'y a pas de facteur de réinsertion. Et ce d'autant que les aménagements de peine peuvent aussi mettre 4 à 6 mois avant d'être audiencés devant un juge de l'application des peines. Et donc, il n'y a pas de réinsertion. Votre deuxième question, c'est est-ce qu'il faut développer les alternatives et les aménagements de peine? Oui, oui. À partir du moment où on constate que la prison ne remplit pas les fonctions qui sont les siennes, il faut développer d'autres modes de réflexion et pour rejoindre encore les questions 2 ou 3, la justice laxiste, il faut se dire qu'un aménagement de peine ou une alternative à l'incarcération sont des peines. Ce sont juste d'autres modalités d'exécution. Et lorsqu'on entend qu'il faudrait arrêter totalement les aménagements de peine parce que ce seraient des mauvais signaux qui seraient envoyés à la population de dire finalement il est condamné à de la prison mais il ne va pas en prison, c'est faux. Alors il ne va pas en prison, mais il peut avoir un bracelet électronique, il peut avoir une semi-liberté, donc vous rentrez en prison le soir mais vous sortez la journée pour travailler. Et tout cela sont des éléments qui permettent de faire baisser la récidive parce qu'on prend en considération le fait qu'il y a un travail, il y a une famille qui est présente.
développer les alternatives à l'incarcération, c'est donc une peine de prison qui est un peu l'épée de Damoclès, mais d'envisager un sursis ce qu'on appelait le sursis mis à l'épreuve, qui s'appelle le sursis probatoire, un travail d'intérêt général, donc avec des activités qui permettent de faire comprendre aussi le sens de la sanction, mais qui ne désinsèrent pas en envoyant en prison. Dernière chose que je veux dire, parce que ça me semble toujours important aussi de rappeler que la population pénale est souvent, et je l'ai déjà un peu dit, mais souvent une population déjà très fragilisée à l'extérieur. Et lorsqu'on veut développer les alternatives ou développer les aménagements de peine en mettant tout sur le bracelet électronique et ce qu'on appelle maintenant la détention à domicile sous surveillance électronique, eh bien c'est déjà une mesure alors qui coûte la moins chère, hein, c'est celle qui coûte la moins chère, on est à entre 10 et 15 euros par jour par personne qui subirait cette sanction à l'encontre de 100 euros à peu près en moyenne pour une personne en prison par jour. Eh bien, on s'adresse quand même avec ce bracelet électronique à des populations déjà plus insérées. Il faut avoir un appartement, ou alors avoir quelqu'un qui peut vous héberger. Donc, ne tombons pas non plus après dans le piège de dire il faut développer le bracelet électronique. C'est une mesure de contrôle social importante, mais qui s'adresse à des personnes déjà moins précarisées. Un SDF ne pourra pas avoir un bracelet électronique. Une personne en difficulté d'insertion aura plus de mal à avoir un bracelet électronique. Donc, il faut véritablement travailler sur l'insertion, travailler sur des mesures telles que le placement extérieur, qui s'adresseront à des personnes très désocialisées, parce que c'est un accompagnement beaucoup plus pluridisciplinaire. Mais il est vrai que en l'état actuel des choses et en l'état de la surpopulation que nous connaissons, eh bien, la situation ne va pas. Et vraiment, alors là, pour terminer, parce que je repense à quelque chose, vous m'avez dit que vous aviez rencontré le directeur de la santé, et il a fait partie, si je ne me trompe pas, de directeurs de prison qui, au moment de la crise sanitaire, ont pu dire, finalement, dire au pouvoir politique et aux juges, vous avez fait sortir beaucoup de personnes à partir de mars 2020. Alors, c'était pas tout à fait vrai, ils n'ont pas fait sortir beaucoup de personnes, mais il y a eu beaucoup moins de personnes qui sont rentrées aussi, puisqu'il y avait une baisse de l'activité des juridictions. Mais ils se sont rendus compte, et les surveillants se sont rendus compte aussi, qu'arriver à un taux finalement de 1 personne par cellule ou de maximum 2 personnes par cellule, eh bien les surveillants pouvaient faire correctement leur travail, que les activités pouvaient un peu mieux marcher. Alors il y en avait moins à cette époque-là, puisque même les intervenants ne pouvaient pas rentrer en détention, mais que tout fonctionnait quand même mieux quand on s'est rendu compte qu'il y avait moins de personnes détenues en prison pour les alternatives, pour les aménagements et pour la vie en détention. Ça facilitait en tous les cas la vie de tout le monde. C'est pour ça qu'à l'OIP, nous sommes pour une décroissance de la population pénale. Nous pensons qu'il y en a trop actuellement, et alors, il n'y a pas que nous qui le pensons, les chiffres parlent d'ailleurs, hein, mais de réfléchir à d'autres solutions que d'enfermer des personnes, parfois pour des courtes peines de prison. Merci. Et pour notre 5e question, les prisons sont saturées. Est-ce le signe d'une justice trop sévère qui condamne au-delà des places de prison disponibles, ou encore qui recourt trop facilement à la détention provisoire? Alors, j'ai déjà un peu répondu finalement à cette question. Je vais commencer par la fin. Le fait qu'il y ait trop de détention provisoire, c'est un fait acquis dans le sens où actuellement, 30% des 70 000 personnes en prison sont des personnes qui sont en détention provisoire, dans l'attente d'un jugement ou en détention provisoire chez un juge d'instruction. Donc des personnes qui sont considérées comme innocentes, hein, on parle beaucoup, vous entendez souvent parler de la présomption d'innocence, et 30% c'est énorme, puisque ce sont des personnes qui potentiellement pourront par la suite être soit déclarées non coupables, soit être condamnées à de l'emprisonnement avec un sursis, mais qui auront déjà fait de la détention provisoire. Une justice trop sévère, je crois que ça, c'est le premier pan de votre question. Alors, j'ai envie de dire oui, mais je crois que c'est beaucoup plus large que ça et que ça rejoint ce que j'ai pu vous répondre un peu plus tôt aussi, sur le fait que la répression et l'envie de répression, c'est aussi considérablement élargi au travers des incriminations qui ont été créées, au travers aussi, et je crois que les magistrats qui
prononce des peines de prison ferme, qui prononce des mandats de dépôt et qui créent cette détention provisoire, ne sont pas insensibles aussi à ce qui se passe autour d'eux, et que quand le discours d'une société veut qu'on parle de Club Med, veut qu'on parle de justice laxiste, eh bien ils ne sont pas insensibles à ça. Dire qu'elle est trop sévère, oui, à partir du moment où il y a trop de personnes incarcérées. Et à l'OIP, nous sommes aussi pour dire qu'il ne faut pas construire de places de prison supplémentaires. Parce que la réponse à votre surpopulation, ce qu'on entend nous souvent, hein, c'est de dire s'il y a trop de personnes en détention, eh bien, construisons des places de prison. Parce qu'après tout, si votre problème à l'OIP, c'est l'indignité des conditions de détention, eh bien, nous, on va vous construire des belles, je le mets entre guillemets, et grandes prisons pour eh bien, faire en sorte qu'il y ait des conditions de détention plus dignes. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte au travers des analyses depuis 30 ans qu'on a construit des places de prison. 30 000 places de prison depuis les années 80 et 30 000 détenus de plus. De là à dire que puisqu'on a de la place, eh bien on incarcère, vous voyez que je franchis le cap allègrement pour dire que à partir du moment où on avait 40 000 places de prison et 40 000 détenus dans les années 80 et qu'on est aujourd'hui à 30 ans après, une construction et une inflation des personnes détenues, je franchis le cap. Alors, notre société, elle a évolué, on a plus de monde, la société a évolué, mais on a plus d'incarcération et plus d'infractions qu'il y a une trentaine d'années. Donc, peut-être que notre société est plus sévère. Je crois surtout que notre société est mal conseillée. Alors, quand je dis ça, c'est très prétentieux peut-être, mais que c'est facile d'avoir des discours de répression. C'est plus difficile de vouloir expliquer que quand on commet une infraction, eh bien, il peut y avoir des explications autour. Il y a un ancien Premier ministre de gauche qui avait dit oui, mais arrêtons les excuses. Les discours d'excuses. Il avait beaucoup critiqué le travail des sociologues qui disaient mais vous ne cherchez qu'à excuser. Ce n'est pas ça. C'est un moment de comprendre aussi la violence d'une société qui met de plus en plus de personnes sur le bord de la route avant, à l'école, au travail, et qui après s'étonne que finalement la prison vienne récupérer un certain nombre de personnes qui sont en précarisation. Donc oui, une forme de sévérité qui à mon sens n'est pas justifiée, mais qui répond malheureusement à sûrement une volonté de sévérité dans la société, parce qu'on explique aussi assez mal à cette société les avantages des alternatives, les avantages sur le... Et en termes de protection des victimes et des parties civiles. Hein. Voilà, je crois que c'est un discours qui s'est durci, et un curseur qui s'est déplacé, qui fait que c'est aussi compliqué maintenant de revenir en arrière. Pour terminer, on rappellera ce que disait aussi Robert Badinter, à un moment, quand il était ministre de la Justice, disait « c'est très compliqué d'aller expliquer à un travailleur pauvre qu'une personne détenue va pouvoir avoir un toit au-dessus de sa tête, et que tout cela... Bon, mais tout cela est à expliquer, et je dirais, mais c'est... aussi le rôle de l'OIP aussi de dire cela, c'est que quand on adresse et qu'on met en prison un certain nombre de populations très précarisées, c'est vrai que toutes les populations très précarisées ne commettent pas d'infraction, mais qu'il faut aussi pouvoir comprendre tout cela, trouver des solutions, et que là, la seule solution qu'on trouve actuellement, c'est de les mettre en prison, souvent pour des courtes peines, hein, 2 mois pour le vol d'une boîte de thon dans un supermarché. Alors, souvent, c'est des personnes qui ont déjà été condamnées auparavant, mais qui sont entrées, sorties, sans que rien n'ait été prévu pour la sortie. Donc voilà, de dépasser cette loi d'airain évoquée par Robert Badinter quand il était ministre de la Justice, et de réfléchir sur la société en général. Mais alors ça, c'est un discours un peu utopiste, j'en suis consciente. Merci. Et pour la 6e question, pour endiguer la surpopulation carcérale, le gouvernement actuel crée de nouvelles places de prison. Pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne idée? Et dans le cas inverse, quelles autres solutions peuvent être imaginées? Pardon, alors je devance à chaque fois vos questions, mais parce qu'elles sont intéressantes et que ça me fait penser à... Donc j'ai déjà répondu. Vous l'avez compris que l'OIP est contre la question de la construction des places de prison.
Pendant que je parlais tout à l'heure d'ailleurs, en disant, et notamment parce que les gouvernements successifs, hein, mais alors là de gauche comme de droite, ont construit des places de prison ces dernières années dans des établissements. Vous avez visité la santé. On est en plein centre-ville de Paris. Vous avez des établissements comme ça qui sont des petites structures en plein centre-ville et depuis un certain nombre d'années, ce qui est construit, ce sont des très grosses structures, 700, 800 places, à 30 km des centres-villes. Alors c'est tout beau, c'est tout propre, et je suis ironique en disant cela parce que c'est des très grosses constructions, c'est vrai que c'est propre, mais qui sont tellement éloignées des centres-villes que c'est très compliqué pour les avocats, mais surtout pour les proches des personnes détenues, parfois compliqué pour les intervenants extérieurs qui doivent prendre plusieurs bus pour accéder jusqu'à l'établissement ou prendre la voiture, et que cette conception des très gros établissements n'est pas satisfaisante parce que vous avez forcément des économies d'échelle qui sont faites à ce moment-là et donc moins de surveillants parce que il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte avec une clé, tout est automatisé, tout passe par des interphones. Donc ces constructions de places de prison ne sont pas satisfaisantes. Et pour revenir un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous pensons qu'il faut moins de personnes en détention plutôt que de construire des places de prison puisque on s'est rendu compte au travers des différentes études que plus on construisait, plus on enfermait. Merci. Et pour la septième question, un recours a récemment été créé pour permettre aux détenus de contester l'indignité de leurs conditions de détention. Est-ce que cela va dans le bon sens? Alors, je serais mal de dire que ça ne va pas dans le bon sens, puisque c'est en plus à la suite d'un certain nombre d'actions de l'OIP que ce recours a été créé. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt le 30 janvier 2020 de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'on appelle un arrêt pilote, qui a regroupé un certain nombre de requêtes qui avaient été initiées dans 5 ou 6 établissements pénitentiaires de toute la France par des personnes détenues pour dire nous sommes détenus dans des conditions indignes, et c'était des recours portés par des personnes détenues individuelles, mais par des avocats et par l'OIP qui chapeautait un petit peu tout ça, et donc un long travail de notre pôle contentieux qui a porté cela, et ensuite plusieurs recours portés par des avocats proches de l'OIP devant le Conseil d'État, devant la Cour, devant la Cour de cassation et même devant le Conseil constitutionnel au travers d'une QPC qui a conduit et qui a obligé le gouvernement à prendre cette loi d'avril 2021 avec la création de ce recours. Donc ça va dans le bon sens. La question maintenant, c'est comment les magistrats vont travailler avec ce recours, puisque c'est un recours très compliqué, avec une procédure très complexe, qui peut se faire devant le juge des libertés de la détention pour des personnes en détention provisoire ou devant le juge de l'application des peines pour des personnes condamnées, et avec un pouvoir très fort de l'administration pénitentiaire dans l'instruction du dossier, à tel point d'ailleurs que si l'administration arrive à dire au JLD ou au JAP, écoutez, là on n'arrivera pas, donc ce qu'on propose c'est de transférer le condamné, ou de transférer la personne détenue, eh bien on se retrouve avec des personnes qui risquent de ne pas initier ce recours, en ayant peur de se retrouver transférées dans un établissement où il n'y aura pas de problème de surpopulation et d'indignité des conditions de détention. C'est un bon premier pas. Nous verrons aussi, parce que là, nous sommes à 1 an finalement du vote de cette loi, un peu plus d'1 an, nous verrons aussi comment nous allons pouvoir nous emparer, comment les personnes détenues vont s'emparer de ce recours, comment leurs avocats vont s'emparer de ce recours. Mais on ne peut pas décemment dire que c'était une mauvaise chose. Après, nous verrons dans les faits. Vous savez, Patrice Spinozzi disait, donc, qui est un avocat à la Cour de cassation, Conseil d'État, et qui est l'avocat de l'OIP, disait souvent l'administration pénitentiaire et le droit pénitentiaire s'est créé au fil des années avec la reconnaissance de droits, mais il ne faut pas que ces droits soient des droits virtuels. C'est-à-dire reconnaître des droits, c'est bien, faire en sorte qu'ils soient garantis et que leur effectivité soit garantie par la suite, c'est mieux. Là, il y a la création d'un droit. Nous verrons si effectivement des magistrats vont aussi dire à un moment ou à un autre, eh bien, vous n'êtes pas en capacité de respecter la dignité des personnes détenues, moi je le remets en liberté.
Nous verrons s'ils auront ce courage-là et si, avant cela, les personnes détenues se saisiront de ce recours avec la crainte de pouvoir être transférées. Et quand je dis transférées, ça peut être à 200 km ou à 300 km de leur lieu initial de détention, mais qui a parfois été choisi en fonction de la proximité de leurs proches. Donc voilà, avec tout ce que ça peut compliquer. Mais évidemment que on ne peut pas cracher sur l'existence de ce recours. Merci. Et pour finir, nous avons une question bonus qui est plutôt cool. Quel a été votre meilleur souvenir en tant qu'étudiante? Avez-vous une anecdote professionnelle qui vous a marqué à nous raconter, qu'elle soit positive ou négative? Alors, question bonus, mais qui est presque plus difficile que toutes les questions que vous m'avez posées auparavant, notamment parce que je ne suis plus étudiante depuis plus de 25 ans et que mes souvenirs d'étudiante, non, j'en ai eu plein. J'ai fait des stages dans des cabinets d'avocats quand j'étais étudiante et c'était très formateur. J'ai fait beaucoup de sport à l'époque et j'en fais plus du tout maintenant. Alors je dirais que c'est ça, c'est le fait d'avoir fait partie d'une équipe de volley à la fac, d'avoir joué, gagné, perdu, mais c'est vraiment tellement loin. Alors, je pourrais dire aussi, en revanche, c'est un des meilleurs souvenirs, alors si, parce que c'est ce qui a, au final, quelque part, initié ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai été membre du Génépi et qu'en licence de droit, je suis rentrée à Fresnes, en prison. On a monté avec une autre étudiante, qui était une étudiante comédienne, qui a porté un projet de pièce de théâtre sur 2 années avec des personnes détenues à la maison d'arrêt de Fresnes et que nous avons joué sur une scène dans une sorte d'auditorium à la maison d'arrêt de Fresnes. Donc ça peut être mon souvenir le plus émouvant en tous les cas, et notamment parce qu'il a guidé mon parcours professionnel, le fait d'être allée au Génépi, d'avoir rencontré l'OIP, de m'être intéressée aux personnes détenues, fait que j'en suis là aujourd'hui. Sur un moment professionnel, c'est aussi un peu compliqué parce que ça fait 22 ans que j'exerce et qu'il y en a eu tellement. Alors dans la foulée de votre interview d'aujourd'hui, et parce que je suis à 2 jours de quitter la présidence de l'OIP, puisque je ne me représenterai pas à la succession, je dirais que c'est mon élection à la tête de cette association formidable, avec une équipe géniale qui porte des choses pour parler au... Alors, on ne parle pas au nom, j'allais dire pour parler au nom. Non, on n'est pas une association on n'est pas le porte-parole des personnes détenues, mais on les accompagne, et leurs proches, et les intervenants, et les avocats qui ont des choses à dire sur le milieu carcéral. Voilà, je crois que c'est en mai 2015, quand j'ai été élue présidente de l'OIP, avec ce que ça a généré dans mon exercice professionnel, et de m'amener après au Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Et après, j'ai plein de moments forts. J'ai pleuré en plaidoirie quand il fallait défendre des personnes que personne n'avait envie d'écouter. J'ai bu du champagne pour fêter des victoires. J'ai bu du champagne pour me consoler de très grosses déceptions professionnelles. Mais il est certain que cette élection a été un très grand moment de ma vie professionnelle. C'est la fin de nos questions. Merci Madame Boissel et merci à toute l'équipe qui vous a accompagné à la tête de l'OIP. Quant à vous, on se donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux à travers Instagram, Twitter et LinkedIn. Merci, au revoir et à bientôt.